Donc attention à la surface de l'appartement initial avant travaux, parce que ce qui est louable avant travaux, finalement ne le sera peut-être pas après les travaux, alors que vous serez enfin aux normes en matière énergétique. Pas pour autant que c'est d'office considéré comme intégré au bail, non. Si vous ne le mettez pas, c'est tant pis pour vous. Des bailleurs, on en a parmi nos clients qui ne veulent plus mettre en location. Ils préfèrent payer la taxe sur les logements vacants et se dire je vais vendre dès que la conjoncture sera meilleure, mais je ne mets plus en location. Des choses, même anodines, peuvent avoir des répercussions qu'on ne mesure pas dans le cadre d'un litige qui, au bout du bout, fait que vous vous retrouvez à ne pas avoir d'assurance qui prenne en charge le sinistre. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Le bail d'habitation est très encadré. Les marges de manœuvre sont donc réduites pour l'amender et y apporter des modifications. C'est sans doute ce qui fait que le sujet est, de mon point de vue, relativement peu abordé dans les podcasts ou autres vidéos. Pourtant, à y regarder de plus près, entre les clauses obligatoires, les clauses recommandées et celles purement et simplement interdites, il y a matière à discussion concernant le bail d'habitation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Hertz et Jean-Philippe Toiti du cabinet d'avocats Toiti Lamotte Rouge. Experts en contentieux immobilier, Myriam et Jean-Philippe nous apportent leur éclairage sur des éléments auxquels faire particulièrement attention dans un bail d'habitation. Comme le rappelle Jean-Philippe au cours de cette interview, le diable se cache souvent dans les détails. Il est donc primordial de bien rédiger le bail pour éviter de potentielles mauvaises surprises dans la relation avec son locataire. Enfin, nous reviendrons sur les impacts conséquents qu'ont les nouvelles dispositions législatives relatives à la rénovation énergétique et qui touchent déjà de plein fouet le marché locatif et qui devraient encore fortement l'influencer à l'avenir. Vous pensiez déjà connaître toutes les subtilités du bail d'habitation ? Je vous garantis que cet épisode vous réserve encore des surprises et des enseignements précieux. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce 7e épisode de Discutons Immo. Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler encore immobilier et puis des baux d'habitation en particulier. Alors, le sujet peut paraître simple de prime abord, mais dans la pratique, c'est vrai, quand on se penche vraiment dessus, il y a pas mal de choses à en dire. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Et pour en parler, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir sur Discutons Immo Myriam Hertz et Jean-Philippe Toiti du cabinet Toiti Lamotte Rouge. Mais avant de se lancer peut-être sur le sujet, pourriez-vous, Myriam et Jean-Philippe, vous présenter brièvement ainsi que le cabinet dans lequel vous travaillez ? Oui, bien sûr. Alors bonjour d'une part, merci de nous accueillir et puis de nous faire participer à ce podcast. Effectivement, je suis dans le cabinet Toiti Lamotte Rouge. Pour ma part, je suis inscrit au barreau de Paris depuis 28 ans. Myriam aura l'occasion de se présenter aussi, qui a 12 ans de barreau et vraiment grande spécialiste en droit immobilier, tout comme moi. Notre cabinet a deux pôles importants dans le cadre de ses activités au quotidien. La première, c'est nous accompagnons dans le cadre des activités des e-commerçants. On accompagne les e-commerçants donc dans leur mise en conformité par rapport à la réglementation. On intervient donc dans le droit de l'internet, droit du web, droit de l'informatique, propriété intellectuelle. Alors pour l'instant, ça n'a pas grand-chose à voir avec le droit immobilier, mais j'y viens. Nous avons également un deuxième pôle qui est le pôle immobilier, cette fois-ci avec, tout ce qui concerne les problématiques qui touchent à la matière, baux d'habitation, baux commerciaux, copropriété, avec tout ce que cela peut engendrer comme en termes de litiges possibles, tous les litiges autour de la vente, dans le cadre de biens immobiliers, tout ce qui est vice caché, tout ce qui est problématique d'expertise judiciaire. Également, on aborde les questions liées au permis de construire, au recours des tiers. Bref, un ensemble de problématiques assez diverses et variées
dans le domaine principalement du contentieux. On accompagne aussi, dans le cadre du conseil, un certain nombre d'acteurs en immobilier. On peut même on a créé aussi des formations pour les administrateurs de biens. Et on peut accompagner certains acteurs aussi dans le cadre de montages un peu plus complexes, mais là, on intervient aussi avec des partenaires qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Notre activité, donc vous l'aurez compris, c'est une activité essentiellement, je dirais, quand même tournée en grande partie sur les aspects contentieux, litiges et problématiques en tout genre que l'on doit aborder devant un tribunal. Bonjour Alexandre. Oui, effectivement, donc Myriam Hertz, je suis avocate depuis 12 ans et depuis le départ, je pratique quasi exclusivement en droit immobilier. Donc droit de la copropriété, baux, donc que ce soit les baux d'habitation, les baux commerciaux, baux professionnels, les litiges autour effectivement des ventes. On retrouve régulièrement des problèmes, par exemple, de vices cachés, ou en matière de livraison d'immeubles. Parfois, voilà, on peut avoir des soucis en termes de malfaçon. Donc beaucoup de contentieux, mais également beaucoup de formations, puisque voilà, on développe des formations et j'ai moi-même assuré des formations pendant des années en parallèle, des formations donc auprès de professionnels de l'immobilier, que ce soit des administrateurs de biens ou des conseillers syndicaux qui cherchaient à se former. Voilà, pour savoir un peu comment participer à la vie de la copropriété, par exemple. Donc un pôle, une casquette formation qui est très importante, voilà, histoire de partager nos connaissances et nos compétences, accompagner donc les gens qui ont vraiment une démarche active dans le monde immobilier, et également un accompagnement auprès d'investisseurs qui souhaitent donc investir dans l'immobilier, tout en restant dans les clous, puisqu'on sait qu'en droit immobilier, il y a une réglementation qui est très stricte et très changeante également. Donc une insécurité pour tous ceux qui vivent et qui travaillent dans le monde de l'immobilier, voilà, que nous assistons pour éviter justement d'être dans l'illégalité, puisque les amendes dans ces matières-là peuvent atteindre des sommets. Et autant éviter de se faire quelques ennemis, notamment au niveau des municipalités, ou voilà, qui peuvent bien sûr contrôler, et qui le font. Voilà, qui le font. Donc voilà, donc notre travail au cabinet, c'est à la fois d'intervenir lorsque les problèmes se posent, mais également de tenter de les anticiper, notamment grâce à des conseils ou à des formations. Juste une toute dernière petite précision sur ce point, c'est que j'ai commencé en vous parlant de l'autre activité du cabinet tournée vers le web. Il se trouve que il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans l'immobilier qui font appel aussi à nos services parce qu'on a cette double casquette de pouvoir les accompagner également dans leur développement sur le web, et un grand nombre d'acteurs qui ont développé des plateformes tournées vers l'immobilier, voilà, nous demandent de les assister, de les conseiller et de les accompagner dans leurs aventures. Très bien. C'est peut-être l'occasion d'un autre épisode, en effet, puisque c'est vrai que ça se digitalise quand même aussi beaucoup comme secteur et qu'il y a des choses intéressantes à évoquer. Très bien. En tout cas, la présentation était très claire. Je vous remercie. Je sais plus si vous l'avez mentionné, mais donc vous êtes à Paris, hein, c'est bien ça? Nous sommes à Paris, oui, exactement. Notre cabinet est à Paris. Très bien. Alors, peut-être pour démarrer sur le fond du sujet des baux immobiliers, peut-être qu'on peut redonner un petit peu le contexte, et notamment le fait que ces baux d'habitation s'appuient sur une loi, celle de juillet 89, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce contexte qui permet justement d'encadrer donc ces différents baux, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur les baux d'habitation, voilà. Alors vous avez la loi du 6 juillet 1989 qui a été, je vais pas revenir sur les lois antérieures, loi Quillot, loi Meignery, etc. Là on part de la loi de 1989 et qui est une loi d'ordre public de protection qui vient protéger donc les locataires essentiellement. Et quand on parle d'une loi d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger. On ne peut pas mettre de clause dans un contrat qui viendrait contourner ou qui viendrait revenir sur une disposition légale. Ça veut dire aussi que la liberté contractuelle
est limité et que beaucoup de choses sont imposées de par la loi. Alors, quand je parle de la loi de 89, ça intègre aussi la loi Allure de 2014, ça intègre aussi la loi Elan de novembre 2018, puisque cette loi n'a eu de cesse d'être modifiée et complétée, j'allais dire complexifiée, au fur et à mesure des années. Donc, on voit qu'il y a un encadrement légal qui est extrêmement fort, au point que le législateur met à disposition des modèles types de baux à respecter. Donc, on doit s'inspirer très, très grandement, et la liberté contractuelle dans ce mécanisme est donc extrêmement limitée. Voilà. Donc, effectivement, et quand on parle de limitation, ben, on voit que il y a des limitations, en tout cas un encadrement légal aussi bien sur la durée, sur le loyer, sur la manière de présenter le bien, les informations qui doivent concerner le bien donné en location. Alors, petite précision au préalable, on est bien là pour discuter du bail d'habitation nu ou meublé qui vise la résidence principale du locataire. On n'est pas en train de parler de beaux meublés qui seraient liés à de la résidence secondaire ou je dirais, de la location, je dirais, de pièces ou d'éléments qui échapperaient au champ d'application de la loi de 89 qui vise donc les baux d'habitation de résidence principale. Simplement pour éclairer certains auditeurs, hein, c'est vrai que lorsqu'on parle d'une loi, notamment la loi du 6 juillet 89, il ne faut pas que certains pensent qu'on se réfère à une loi qui date de cette époque. En fait, c'est une enveloppe, la loi du 6 juillet 89, et au fur et à mesure des années, le législateur prend de nouveaux textes, légifère, et ces nouveaux textes sont intégrés ensuite dans cette enveloppe. Et quand on parle de l'article, par exemple, je dis une bêtise, 18 juillet, l'article 18 de la loi Elan, par exemple, voilà, il faut plus dire l'article 18 de la loi Elan, c'est devenu l'article 4 de la loi de 89, par exemple. Donc voilà. Donc toutes les lois qui sont postérieures sont ensuite intégrées dans la loi du 6 juillet 89 et sont fondues dans le reste. D'accord, oui, j'ignorais ça, d'accord. On garde on va dire le nom de l'enveloppe, mais en réalité, elle a été amendée. Exactement. Mais on n'est plus sur des textes de 89. C'est-à-dire que les textes qui sont venus, que ce soit la loi Allure ou la loi Elan, sont venus modifier des articles de la loi de 89, soit pour les compléter, soit pour abroger certaines parties, modifier, reprendre, voilà. Mais ça reste la loi effectivement de 89, la loi, le véhicule principal, et les autres lois qui sont venues les modifier. Quand bien même il n'y aurait plus du tout de texte d'origine. Voilà, on continue de dire la loi du 6 juillet 89. Et alors, vous disiez que c'était relativement contraint. Donc justement, il y a un certain nombre de clauses qui sont imposées dans les baux d'habitation donc pour résidence principale. Quelles sont les clauses, on va dire, principales et les plus importantes selon vous? Parce qu'il y en a un certain nombre, mais on pourrait pas tout balayer. Mais si vous me permettez, il y a juste un petit préalable qu'il faut avoir, c'est que quand on se décide à donner en location un bien immobilier, on peut pas se dire, voilà, je le mets en location et se poser les questions sur les clauses essentielles à vérifier dans le bail. Il faut d'abord se demander si le bien qu'on donne en location peut être donné en location. Quelles sont les conditions préalables pour donner le bien en location? Et il y a un certain nombre de dispositions qui visent soit à encadrer la possibilité de donner en location selon la zone géographique où est situé le bien. Il y a également des dispositions légales qui visent à interdire carrément de donner en location un certain nombre de biens parce qu'ils n'ont pas les conditions requises pour pouvoir l'être. Je commencerai peut-être par là, sur la surface même du bien immobilier que l'on donne en location. On ne peut pas donner en location aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un logement décent, de donner un bien qui ferait moins de 9 mètres carrés.
Voilà. En deçà de 9 mètres carrés, votre logement est considéré comme indécent et n'est pas louable. De la même manière que vous avez aussi dans certaines zones géographiques, parce que l'État veut avoir un regard un peu plus appuyé sur les biens qui sont donnés en location, le permis de louer. Et il faut se demander si effectivement la zone où est situé le bien que vous avez doit faire l'objet soit d'une déclaration préalable, voire même d'une autorisation préalable de louer. Donc voilà les questions à se poser préalablement à la mise en location d'un bien immobilier. Sur la surface, je rajouterai un point. Les propriétaires aujourd'hui doivent être, ou les futurs acquéreurs qui comptent donner ensuite l'appartement en location, doivent être attentifs à un point. Attention aujourd'hui aux surfaces qui frôlent ces 9 mètres carrés ou les 10 mètres carrés. Pourquoi? Parce que si ce sont des logements anciens qui vont devoir subir des travaux en vue de gagner en performance énergétique et pouvoir continuer à louer, il va falloir faire des travaux notamment d'isolation. Donc il y a effectivement la possibilité d'isoler par l'extérieur, complexe, voire impossible sur certains immeubles, mais également une isolation intérieure. L'isolation intérieure va venir réduire la surface habitable. Donc attention à la taille, à la surface de l'appartement initial avant travaux, parce que ce qui est louable avant travaux, finalement, ne le sera peut-être pas après les travaux, alors que vous serez enfin aux normes en matière énergétique, mais la surface ne passera plus. Voilà. Et je pense que ça peut se poser sur un grand nombre de logements. Malheureusement, c'est vrai que les mètres carrés, on peut en perdre très facilement. Et sans s'en rendre compte, on achète un bien d'une certaine dimension et on les perd avec les travaux. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de superficie, souvent on entend dire, et de ce que j'ai moi vu par ailleurs, sans doute à tort, que pareil, il y avait une limite pour considérer qu'une pièce était une chambre à 9 mètres carrés, mais je m'étais renseigné, a priori, j'ai jamais vu ça d'un point de vue, on va dire, légal. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, oui, alors c'est vrai qu'à côté de la loi, il y a également un certain nombre de règlements qui existent et il y a de la jurisprudence, des décisions donc rendues et il y a aussi là quelques instructions très claires et très expresses données par les mairies et par les services attachés au logement et à l'hygiène. En fait, tout ce qui touche aux spécificités, notamment touchant au volume ou à la surface des logements, vont rentrer dans les définitions, notamment qu'on retrouve dans le Code de la construction et de l'habitation en matière de logement insalubre. Et donc, on ne vous dit pas que votre pièce, parce qu'elle est petite, n'est pas un logement. On vous dit qu'il est insalubre et impropre à la location. Vous voulez garder cette pièce pour vous, en faire un dressing, très bien. Par contre, à partir du moment où vous l'offrez en location, là, vous êtes limité. Et comme la réglementation qui vient définir l'insalubrité estime que pour qu'un logement soit décent, il faut qu'il fasse au minimum 9 mètres carrés pour une personne. Si votre foyer est composé de plusieurs personnes, chaque personne doit avoir au minimum cette surface-là de disponible pour lui, plus une pièce commune qui permet de réunir l'ensemble. Vous avez également, vous avez des calculs qui sont faits pour calculer la volumétrie qui doit être disponible au sein du logement, la hauteur sous plafond, les aérations, la hauteur des fenêtres. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses à étudier parce que si votre logement, quand bien même vous respectez toute la réglementation en matière de baux d'habitation, telle qu'elle figure dans la loi du 6 juillet 89. Voilà. Vous êtes dans les clous, votre bail est parfait, vous avez du 9 mètres 63, etc. Si votre locataire pose beaucoup de questions et s'intéresse un peu à la matière, il pourra toujours trouver matière. Ensuite, qu'il obtienne ce qu'il veut ou pas, ça c'est une autre chose. Mais il va vous tirer la loi sur l'insalubrité en disant « Ah, mais moi je comprends pas, nous sommes deux, la pièce commune fait que telle surface ». Vous trouverez pas ça dans la loi de 89.
Là, il faut vraiment fouiner dans la réglementation touchant aux caractéristiques du logement et à la définition de la salubrité, et ensuite aller chercher encore plus loin dans les décisions prises, que ce soit par le juge du contentieux de la protection, qui est le juge compétent en la matière, ou par les décisions qui auront été contestées devant le tribunal administratif contre des décisions prises par la mairie, qui sont venues donc rendre des mairies qui prennent des arrêtés donc d'insalubrité. Donc il faut prendre tout ça pour pour avoir beaucoup plus de détails sur les conditions d'habitabilité. Mais dans les grandes lignes, on sait aujourd'hui que si vous louez un logement de moins de 9 mètres carrés, vous risquez. Voilà, il y a un gros risque, et ce qui est certain, c'est que si la mairie vient visiter, qu'elle constate la présence d'une personne dans moins de 9 mètres carrés, vous allez avoir un joli petit mot d'amour qui va suivre en vous disant: «Eh ben, votre logement est insalubre et vous ne pouvez pas le mettre en location». De toute manière, il y a de la jurisprudence, hein, pour les logements qui font moins de 9 mètres carrés. C'est considéré comme un logement indécent, et la jurisprudence est très claire. Vous pouvez avoir effectivement à rembourser les loyers que vous avez perçus. Vous pouvez être amené à payer des dommages d'intérêt. C'est pas neutre. Voilà, donc il faut bien faire attention à toutes ces conditions préalables euh, avant de donner en location son bien, s'assurer qu'on est dans les clous déjà du contexte et des conditions à respecter pour pouvoir mettre un bien en location. Et parfois, vous êtes dans les clous au moment de la location, et puis après, on va plus loin, après les conditions d'insalubrité, les conditions de suroccupation. Ah, mais vous avez loué à une personne où la personne s'est déclarée seule au départ, bah finalement, ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5. Mais ça, le bailleur n'y peut pas grand-chose, mais Eh ben, il a sa part de responsabilité tout de même. même s'il n'en a pas conscience. Non, alors on va pas lui reprocher de ne pas en avoir eu connaissance au moment de la conclusion du bail, puisque le locataire s'est présenté comme célibataire sans enfant. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il va être au courant, parce que il est possible que le locataire ou qu'un voisin en parle aux agents de la mairie, les agents de mairie vous écrivent, vous êtes officiellement au courant, eh bien vous devez mener les actions nécessaires en vue de demander à vos locataires de quitter les lieux dans la mesure où ils ne respectent pas les conditions adéquates pour habiter le logement. On vous demande pas d'obtenir gain de cause, on vous demande pas de mettre effectivement le locataire dehors parce qu'on connaît les réalités du marché de l'immobilier aujourd'hui. Simplement, il faut que vous fassiez les démarches pour vous remettre dans les clous. Vous voyez que c'est quand même, c'est pas une sinécure. Très bien. Alors, pour être dans les clous, justement, on évoquait ces fameuses clauses imposées par la législation. Quelles sont, selon vous, les principales? Il y a notamment, je crois, le montant du dernier loyer maintenant qui doit figurer, mais c'est pas la seule. Il y a plusieurs clauses obligatoires. Effectivement, il y a les clauses dites financières, donc le montant du loyer. Les questions à se poser, est-ce que le bien est situé dans une ville qui réglemente le loyer, qui encadre le loyer? Est-ce qu'on a on est soumis à un loyer plafonné, un loyer encadré? C'est les questions qu'il faut se poser et qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui le modèle de bail demande à préciser le montant du dernier loyer. Puisque dans le cas, si vous êtes situé dans une ville soumise à encadrement des loyers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez impérativement préciser quel a été le montant du dernier loyer appliqué, parce que vous ne pouvez pas, à l'occasion d'un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire, aller au-delà du loyer, du précédent loyer. Vous ne pouvez pas vous servir d'un nouveau bail pour faire exploser, en gros, le prix de votre bien, quand bien même la ville aurait pris, l'immobilier dans la ville aurait pris de la valeur. Et ben non, vous avez un super un site culturel à côté qui a ouvert, cinéma, boutique, etc. Tout le monde cherche à habiter ce nouveau quartier, ce nouvel écoquartier ou ce nouveau quartier à la mode. Maintenant, si votre bien a été loué durant les 18 derniers mois, vous devez continuer à appliquer le loyer que vous appliquiez jusqu'alors.
Est-ce que ça veut dire que cette information doit figurer uniquement dans les baux des zones concernées, ou est-ce que cette information doit figurer dans tous les baux, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore une zone dans laquelle le loyer est encadré? En fait, la question de l'encadrement se pose au moment où vous allez conclure votre bail. Donc, si au jour où vous concluez votre bail, vous êtes soumis à cet encadrement, vous devez noter et préciser le montant du dernier loyer, quand bien même, lorsque vous aviez conclu le dernier bail, vous n'étiez pas encadré. Bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas lieu de le mettre si on n'est pas dans une zone encadrée, quoi. Au moment de la rédaction du bail, on n'est pas obligé de mettre cette information. Non, Ok. non. Alors, deuxième élément, il faut vérifier si vous ne vous situez pas non plus dans une zone géographique où le loyer est plafonné. Autre condition. Mais non, vous pouvez pas. Si vous n'êtes pas dans une zone touchée par l'encadrement, vous barrez. De toute façon, lorsqu'on se pose la question des clauses, il faut se poser la question de la conséquence. À partir du moment où vous avez un modèle type qui vous demande de préciser le montant du dernier loyer, mais que vous n'êtes ni dans une zone encadrée ni dans une zone plafonnée, quelle peut être la conséquence? Il faudrait que quelqu'un soulève un grief. On est encore une fois dans le cadre d'un ordre public de protection. En quoi nous ne protégerions pas le locataire en ne notant pas le montant du dernier loyer dès lors que nous sommes dans une zone où le loyer est librement fixé? Alors, ça ne veut pas dire, quand on dit librement fixé, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut que ce loyer reste cohérent par rapport au loyer appliqué dans le secteur. Parce qu'un loyer qui serait excessif pourrait éventuellement ouvrir à contentieux par le locataire, qui se rendrait compte que le loyer appliqué est excessif par rapport justement au loyer de l'appartement du dessous qui a les mêmes caractéristiques, ou de l'immeuble d'en face qui a les mêmes caractéristiques. Donc la liberté, oui, mais toujours penser que c'est une liberté qui doit tout de même assurer la protection du locataire. Et donc on est d'accord, cet encadrement, s'il existe, concerne aussi bien les baux nus que les baux meublés, que la colocation, etc. Exactement. La colocation ne peut pas être utilisée pour passer outre l'encadrement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous individualisez le loyer que vous pouvez 1 plus 1 plus 1 atterrir sur un loyer qui dépasse l'encadrement ou le plafonnement. Et que risque le bailleur s'il respecte pas justement ces indications dans le bail? Qu'est-ce qui finalement peut intenter le locataire, et à quoi il s'expose vraiment? Alors, les locataires peuvent agir contre le bailleur, en diminution du loyer, et ils peuvent, mais par contre, ils ont des délais assez courts pour agir. C'est-à-dire que ils ont quelques mois à peine pour saisir le tribunal et engager leur action. Au total, je dirais, même si par exemple vous avez une superficie qui est indiquée, qui serait erronée, ils ont 4 mois pour réagir. Si ils n'ont pas, si l'indication du montant du loyer n'est pas indiquée, il faut qu'ils mettent en demeure le bailleur dans le délai d'1 mois de leur donner les indications souhaitées. Donc tout cela fait que si le locataire doit agir contre le bailleur du fait du défaut de ses indications, le locataire doit le faire dans un délai, sinon il est vite prescrit. Par contre, attention, l'autre pouvoir du locataire, donc au-delà de pouvoir lui-même saisir un juge en vue d'obtenir la diminution du prix et remboursement éventuellement d'ailleurs du trop perçu pour les échéances passées, il y a toujours le risque, notamment lorsque vous êtes un bailleur qui avait peut-être plusieurs biens, c'est que le locataire aille voir la mairie. Très clairement, parce qu'à partir du moment où vous êtes bailleur, vous ne respectez pas l'encadrement ou vous ne respectez pas le plafonnement, vous avez effectivement ce risque de remboursement, mais vous risquez aussi de vous retrouver avec la mairie sur le dos.
Et là, ça peut être moins drôle parce que s'ils veulent chercher la petite bête, venir vérifier que les conditions d'habitabilité sont conformes, que vous respectez justement cette réglementation en matière d'encadrement et de plafonnement sur vos autres biens, puisque aujourd'hui en plus on a une obligation quand on est propriétaire de déclarer son bien, qu'il soit loué ou pas loué. Donc ces vérifications sont faciles à faire aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que la mairie a des pouvoirs, voilà, elle peut prendre des arrêtés. Donc comment dire, les délais auxquels sont soumis le locataire, c'est pas forcément les mêmes délais auxquels sont soumis la mairie. Voilà. Donc un pouvoir de nuisance qui est quand même assez important. Donc éviter, voilà, que quand on est bailleur, c'est pas là-dessus qu'il faut essayer de détourner. Alors bien sûr, il y a toujours des tolérances. On va pas vous chercher bricole parce que vous allez passer de 10 ou 20 euros, surtout que quand on est dans des secteurs à plafonnement. Bon voilà, on a le loyer minoré, moyen, médian, maximum. Donc il y a des choses qui peuvent s'expliquer, mais voilà, il faut pas dépasser. Faut pas dépasser. C'est trop d'enjeux et c'est des risques d'amende importantes. D'une manière générale, vous comprenez bien qu'il est quand même vivement recommandé de respecter grandement la réglementation qui s'applique en matière de baux d'habitation parce que on ne pardonne pas grand-chose aux bailleurs, on accorde beaucoup de droits aux locataires, ce qui n'est pas sans poser de problème, hein. Le fait de rendre une réglementation aussi favorable aux locataires et dans tous les aspects de la réglementation qui s'applique aux baux d'habitation font que les bailleurs se raidissent, voire même se sont dissuadés de donner leurs biens en location, tant les difficultés qui peuvent se poser peuvent faire peur, même en termes de procédure, en cas de contentieux, en cas de litige, de loyer impayé, d'expulsion. On voit tout le parcours qu'il faut mener pour aller au bout d'une procédure qui coûte, avec pendant ce temps-là des prêts qui sont en cours. Voilà, donc tout ce qui est susceptible de vous mettre en risque par rapport à la réglementation, vaut mieux l'éviter. Et d'ailleurs, question, est-ce que si ces clauses donc imposées ne sont pas présentes ou en tout cas sont pas complètes, est-ce que vis-à-vis des garanties loyers impayés, ça peut également avoir une influence, parce qu'on sait qu'a priori voilà, ils sont attentifs aussi lorsqu'il y a ensuite une déclaration d'impayé, ils réanalysent généralement les documents qui leur ont été fournis. Est-ce que ça peut leur servir aussi pour justifier de ne pas rembourser les loyers ? Alors les gars, alors il faut savoir que surtout lorsque vous passez par un gestionnaire qui bénéficie d'une garantie de groupe, loyer impayé notamment, voilà, il est soumis à une certaine, son assurance, sa garantie, donc lui prépare une liste en fait de documents à lui fournir. Il n'y a pas que le bail. À partir du moment où les pièces qui sont fournies au moment où on demande à bénéficier de la garantie sont bien celles, qu'on les a pas retouchées juste après, il n'y a pas de raison pour qu'ils refusent de prendre en charge le sinistre une fois déclaré. Et si la législation a changé entre-temps, là où ils pourraient reprocher des choses, c'est si par exemple on n'a pas fait signer un avenant, éventuellement. Mais la garantie, elle s'attache surtout aux conditions, à l'assurance, aux garanties que présente le locataire au moment de la signature du contrat de bail. Ce qu'elle garantit, c'est un impayé. Ce qu'il faut bien voir aussi une chose, c'est que les polices d'assurance ont d'interprétation stricte. Ça veut dire que une clause figurant dans la police d'assurance ne peut pas être interprétée de manière extensive ou faire des assimilations. C'est assez strict. Dès lors que vous respectez les documents, comme le disait Myriam, à produire, dès lors aussi, et ça c'est très important, que vous respectez les procédures qui sont imposées en cas d'impayé, par exemple, à savoir il faut délivrer un commandement à un certain délai, pas louper les délais qui sont fixés dans la police d'assurance.
dès lors que vous rentrez dans les clous, il n'y a pas de raison que cette garantie ne joue pas. Mais par contre, ils sont effectivement très vigilants sur votre réactivité par rapport à un litige, par rapport à une situation d'impayé, et où là, il faut être vraiment très, très attentif à délivrer dans les délais requis par la police d'assurance l'ensemble des actes nécessaires pour montrer qu'on est diligent dans le recouvrement des sommes dues. Par contre, ce que pourrait vous reprocher la garantie, c'est si vous avez menti, par exemple sur la surface ou sur le montant du loyer, ou que vous avez noté une information sur le montant du loyer qui n'était pas celui réellement applicable, que vous avez augmenté postérieurement à la signature du bail de façon irrégulière. Oui, mais encore une fois, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez déclaré au moment de la prise de garantie, si ça correspond à la réalité, que vous avez fait votre déclaration de sinistre dans les temps, que vous avez mené les diligences nécessaires en vue d'obtenir le recouvrement, donc commandement de payer, assignation, etc. Tant que vous êtes dans les clous, que vous respectez les délais, il n'y a pas de raison. S'il y a un pépin avec votre garantie qui cherche une bricole qui n'était pas prévue au départ, dans ce cas-là, vous venez nous voir. Voilà. Voilà. Et on essaye de régler ça. Voilà. C'est vrai que les compagnies d'assurance, d'une manière générale, dès lors qu'elles peuvent échapper au règlement de ce qui est dû ou des indemnisations, effectivement, tout est bon à prendre pour éviter d'avoir à prendre en charge un sinistre. C'est clair, faut avoir intégré ça. Effectivement, la question, toute question peut se poser. C'est-à-dire que des choses, même anodines, peuvent avoir des répercussions qu'on ne mesure pas dans le cadre d'un litige qui, au bout du bout, fait que vous vous retrouvez à devoir à ne pas avoir d'assurance qui prenne en charge le sinistre. À la limite, la seule difficulté réelle qui peut se poser, c'est si le locataire, pour obtenir son contrat de bail, a falsifié ses pièces, contrat de travail, enfin bulletin de paye, et que c'était suffisamment grossier pour être vu dès le départ. Là, il pourrait éventuellement y avoir débat. Mais encore une fois, si ce sont ces pièces-là qui ont été fournies à la garantie, sauf si la garantie vous a dit attention, à vous de faire les vérifications auprès de l'employeur. Il ne faudrait pas qu'ils rejettent la responsabilité sur vous. Oui, parce que s'ils ont eu les pièces, on peut penser qu'eux-mêmes ont été en capacité de les évaluer et de juger si... Exactement. Ouais, mais si vous ont précisé en tout petit que c'était à vous de vous assurer de la réalité des pièces en contactant l'employeur, voilà, faut lire tout ce qui est en tout petit. Voilà, faut bien lire les polices d'assurance aussi. C'est clair que c'est parfois comme on dit, le diable se situe entre les lignes, entre les clauses qui parfois dans les détails. Très bien. Donc là, on a évoqué quelques clauses imposées, mais vous disiez que la loi laisse une marge de manœuvre très réduite, mais une marge de manœuvre quand même sur quelques clauses qui peuvent être intéressantes pour un bailleur de mettre dans un contrat, enfin dans un bail d'habitation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous indiquer quelles seraient quelques clauses intéressantes? Oui, bien sûr. Alors, il y a des clauses si elles ne figurent pas dans le contrat, il n'y a pas lieu d'appliquer. Par exemple, une clause sur la réévaluation du loyer, sur son actualisation, si elle figure pas, tant pis pour vous. Donc, vous pouvez pas actualiser chaque année le montant du loyer. Même chose, si vous ne mettez pas de clause résolutoire dans votre bail. Qu'est-ce qu'une clause résolutoire? C'est la possibilité de rompre le contrat de location, passer la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, et au bout de 2 mois, aller devant le juge et faire constater que la clause résolutoire est acquise, ce qui veut dire que le contrat se trouve résilié. Et ce qui facilite la rupture du contrat. Vous avez aussi, en matière de dépôt de garantie, par exemple, c'est très encadré par la loi, mais si vous ne prévoyez pas de clause liée au fait que le locataire est à payer un dépôt de garantie au démarrage de la location, c'est pas prévu dans le contrat, donc vous pouvez pas lui demander. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses qui sont là où la réglementation laisse finalement une certaine liberté. Mais si on ne le figure pas pour autant que c'est d'office considéré comme intégré au bail. Non, si vous ne le mettez pas,
tant pis pour vous. Autre clause à laquelle il faut penser, celle de la surface du bien. Au-delà du fait de savoir si c'est insalubre ou pas insalubre, préciser la surface du bien et ses caractéristiques, donc composée d'1 chambre, 2 chambres, une salle de bain, une toilette, et cetera, est important pour 2 choses. Une part, si vous êtes en copropriété, si le bien est dans une copropriété, la surface est obligatoire. Vous devez noter la surface de l'appartement. Mais au-delà de ça, si le bailleur veut en cours de bail vendre le bien, son locataire aura un droit de priorité sur l'achat. Et lorsque le bailleur va lui proposer le bien, il va devoir décrire le bien qui est mis en vente. Et cette description doit correspondre texto à la description dans le contrat de bail. Sinon, il y a un doute sur ce qui est vendu. Et ça peut remettre en question le congé. Congé qui a été délivré en vue de la vente. Si on annule le congé, on est reparti pour la durée du bail. Ça, c'est important là ce que vient de dire Myriam, parce que on voit bien que parfois dans des baux, on le voit nous dans le cadre des dossiers que nous avons à traiter, on a parfois des baux qui sont d'une totale imprécision quant à la teneur, quant au périmètre de la location, et on ne sait plus si finalement la cave ou telle pièce ou telle chose est rattachée au contrat, ou est-ce que si telle pièce qui semble être utilisée par le locataire en réalité ne figure pas dans le bail. Est-ce qu'on doit, quand on va délivrer un congé, intégrer cette cave qui n'est pourtant pas dans le périmètre du contrat de location mais qui est pourtant utilisée par le locataire? Comment fait-on? Voilà, il y a des questions parfois qui peuvent être assez difficiles parce que on sait que devant un juge, eh bien, le locataire qui ne veut pas partir pourra opposer l'irrégularité de la manière dont on aura libellé le congé pour contester ce congé et demander effectivement sa nullité. Donc, vigilance sur la description de ce que l'on donne en location avec les pièces, avec tous les éléments requis pour déterminer le bien qu'on donne en location au cas où un jour on décide de le vendre. De même, si la surface qui a été précisée au contrat de bail ne correspond pas à la réalité et si ce différentiel est trop important, le locataire pourrait demander une diminution du loyer proportionnelle à la surface qui n'existe pas. Donc, si vous avez loué un bien qui soi-disant fait 20 mètres carrés, alors qu'il s'avère qu'après calcul de surface par un diagnostiqueur, on est à 15 mètres carrés, et ben là, le bailleur si le locataire le soulève, pareil, bon, il a des délais pour le faire, hein, mais s'il s'en aperçoit assez rapidement, il va pouvoir demander. Alors, s'il s'en aperçoit dans les 6 premiers mois du bail, il va demander à la fois la diminution du prix du loyer pour le futur, mais également le remboursement de ce qu'il a payé. Si par contre, il s'en rend compte un peu plus tard, il va obtenir une diminution du loyer pour le futur. Mais voilà, c'est une diminution c'est une diminution du prix qui peut être importante surtout sur des petites surfaces. Bien sûr, ouais. Et alors, Jean-Philippe, tu mentionnais aussi l'indexation des loyers et des charges. Actuellement, justement, c'est une question qui peut se poser pour beaucoup de bailleurs, puisque au niveau d'énergie, quand en tout cas on fait des forfaits de charges qui intègrent donc entre autres l'énergie, on peut avoir des charges qui augmentent fortement, et donc si aucune clause d'indexation de ces charges n'est prévue dans le bail, est-ce que pour autant, on va dire du fait de l'exceptionnalité de cette inflation, il y a moyen quand même d'augmenter les charges, ou est-ce qu'on est tenu de maintenir le niveau de charge qui existait? En fait, on peut pas avoir tous les avantages et les inconvénients. On a les avantages de la solution qu'on prend et on a ses inconvénients aussi. Soit on est au réel et donc on fonctionne par provision et puis une régularisation en fin d'année, et effectivement on peut répercuter le coût de l'énergie. Si maintenant on fonctionne avec un système de forfait, eh bien ce forfait va fonctionner finalement comme le loyer. Et on va pouvoir le réguler, non pas en disant voilà, cette année le coût de l'énergie a augmenté considérablement. Non, ça va suivre finalement l'évolution du loyer, en ce sens que si on considère
du coup que les charges sont manifestement sous-évaluées, eh bien, il faudra sans doute attendre, je dirais, la fin du bail pour réactualiser le montant du forfait, comme on devrait ou comme on serait amené à devoir réactualiser le montant du loyer en le considérant comme étant sous-évalué. Donc c'est dangereux effectivement de prévoir un système de forfait parce que si jamais il y a ou alors il faut retravailler la clause de telle sorte que on se remette, passer un certain seuil, on mute éventuellement d'un système de forfait à un système au réel, mais de bien encadrer ça, voilà, il faut bien travailler son contrat dans ces conditions et il vaut mieux passer par un professionnel vraiment là-dessus. D'accord, mais en tout cas, c'est envisageable techniquement de prévoir un cas un peu hybride qui est, voilà, passé à un certain stade, on peut rebasculer dans un mode réel. On peut l'imaginer parce que et encore, c'est-à-dire que une clause d'imprévision. Voilà, une clause d'imprévision. On peut prévoir. Vous savez, il y a un article aujourd'hui qui est l'article 195 du Code civil qui prévoit que deux partenaires, deux contractants qui ont passé un contrat, mais face à un événement imprévu qui s'est passé et qui font que l'opération devient très onéreuse pour l'un des co-contractants, la loi permet à ces deux contractants de se remettre autour de la table et de rediscuter les conditions du contrat. Pour autant, là, on a une donnée supplémentaire qui est la loi de 89 et on ne peut pas, soit on s'entend d'un commun accord avec le locataire, tant mieux, soit le locataire ne veut rien entendre et là, on est obligé de suivre les modalités de la loi pour tenter de faire réévaluer le montant des charges. Mais comme c'est un forfait, comme je vous l'ai dit, eh bien, ça suit la réglementation liée au loyer et l'évaluation du montant du loyer. Sauf que là, par exemple, on a clairement un souci. Enfin, certains bailleurs sont confrontés à une hausse du coût de l'énergie très importante, qui vient donc effectivement revoir la rentabilité de certaines locations lorsqu'on est au forfait. En tout cas pour les charges. Mais ce coût est fluctuant. Voilà, le dernier trimestre 2022, ça a été une catastrophe. On a eu une augmentation faramineuse du coût du gaz. Janvier, ça a rebaissé encore plus bas que ce qu'on a connu avant. Donc c'est fluctuant. Donc même si le bailleur décide, sa marge de manœuvre pour négocier ces charges au forfait est assez infime. Surtout que les charges au forfait, ça a l'avantage quand même, quand ça a été bien calculé, finalement, soit de bien se caler sur les charges, soit de prévoir une marge de sécurité qui peut être bénéficiaire à un certain moment, déficitaire à l'autre. Est-ce que ça s'équilibre pas à un moment donné? Si tout va bien, oui. En tout cas, on n'a pas encore connu de crise suffisamment grave pour que ça ne se rééquilibre pas à un moment donné. Il y a eu beaucoup de jurisprudence rendue sur dans des cas liés au Covid. Donc on n'était pas sur le coût de l'énergie qui fluctue, mais sur le Covid qui a empêché des commerçants ou des entreprises d'exercer. Donc aucun chiffre d'affaires ou très minime. La notion d'imprévision, donc quelque chose d'imprévu, était contrebalancée par d'autres notions juridiques, la loyauté dans le cadre des affaires, la bonne foi, les deux parties subissant un phénomène, l'une ne doit pas être privilégiée sur l'autre. Un contrat a été conclu, on va essayer de se caler un maximum sur le contrat qui a été conclu. Si ça met en péril une entreprise, on va d'abord chercher s'il n'y a pas d'autres leviers à mettre en route qui étaient là pour garantir. Si c'est pas le cas, le problème c'est qu'on est sur deux parties qui sont de bonne foi, laquelle on privilégie. Donc il y a toujours des principes juridiques qui peuvent venir se contrebalancer et faire que le débat existe, mais on reste sur une base contractuelle au départ qui fait qu'on est quand même globalement tenu. Plus cette base est claire au départ, mieux on se porte ensuite pour prendre des décisions. Mieux on se porte, au moins plus les choses sont claires. Voilà, moins on se pose pas de questions. On a perdu, on a gagné. Mais voilà, c'est clair. Très bien. Donc on a parlé de clauses imposées, on a parlé de clauses conseillées, et il y a également des clauses qui sont interdites et qui peuvent être jugées nulles ou non écrites.
Pareil, est-ce que vous avez quelques exemples un peu concrets à nous donner? Alors là, vous avez en la matière un article qui évoque cette liste, c'est l'article 4 de la loi du 6 juillet 89 qui énumère une liste de clauses réputées non écrites. Obliger par exemple un locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur, le prélèvement des loyers par le bailleur qui serait imposé. On ne peut pas imposer un prélèvement, il peut y avoir ça. Avec l'accord du locataire, c'est tout à fait jouable, mais on ne peut pas prévoir une clause obligeant le locataire à ce que son loyer soit prélevé de manière automatique. Il y a également dans certaines situations où le bailleur serait tenté de faire payer des pénalités à ses locataires du fait de manquements au bail. Là non plus, on ne peut pas prévoir de pénalités ou d'amendes entre guillemets qui devraient être payées. On ne peut pas interdire aussi aux personnes de recevoir, je dirais, des invités ou d'héberger des personnes de leur famille chez eux. On ne peut pas empêcher, je dirais, Un locataire à avoir un animal domestique. Ça aussi, ça c'est pas possible. Alors on peut interdire la détention d'animaux classés. Les serpents, machin, tout ça. Bon, ça, on peut encadrer. Par contre, on peut pas interdire à un locataire d'avoir un chien, un chat. Voilà. Ça, c'est pas possible. Par contre, il y en a des cas où le problème s'est posé. Où en fait, on se retrouve avec un locataire qui a 30 chats. Là, on n'est plus sur quelque chose de normal. Donc là, on peut intervenir. Vous pouvez pas non plus prévoir une clause de résiliation du bail qui ne serait pas prévue par la loi, puisqu'il y a un encadrement très spécifique lié à la manière dont un contrat de location est susceptible d'être rompu. En dehors des cas prévus par la loi, on ne peut pas le faire. Je reviens un instant sur la question des amendes. Puisque tu as entendu parler de ça, Alexandre, donc des gardiens qui se sont retrouvés avec ce pouvoir donc de donner des amendes à certains résidents de l'immeuble. Alors c'est un cas très spécifique puisque ce sont quelques gardiens donc qui travaillent dans les résidences Paris Habitat, donc des logements sociaux, qui ont suivi une formation particulière en fait de gardiens de la paix et qui ont prêté serment et donc effectivement qui ont gagné ce pouvoir qui ont gagné des galons. Mais voilà, c'est très spécifique. Ils ont reçu une formation, ils sont assermentés. On est dans le cadre de logements sociaux, donc une réglementation qui est vraiment à part. Si le gardien de la copropriété où vous êtes s'amuse à vous dire mais si, moi j'ai ma copine qui l'a fait, je peux vous coller une amende. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ça, mais là, par rapport, mais les bailleurs, eux, ne peuvent pas de toute manière de leur côté. Non, les bailleurs ne peuvent pas. Par contre, le pouvoir de nuisance, lui, peut exister. Mais non, le gardien comme le bailleur ne peut pas mettre d'amende à au locataire. On ne peut pas suivre la formation et se faire assermenter pour. Dans le parc privé, je suis pas sûre que ça fonctionne. Et j'espère que non, parce que c'est arrivé à tout le monde de pas forcément être apprécié par son gardien d'immeuble. Il vaudrait mieux éviter. Voilà. Je reviens sur un des points. Vous parliez du prélèvement automatique. Il me semble que le prélèvement automatique, de toute façon, ne peut être réalisé que si on est une société, enfin que le bailleur est une société, non ? Un particulier ne peut pas procéder à un prélèvement automatique. Oui, parce que sur les conditions de prélèvement et de mandat CEPA, il faudrait voir. Je pense qu'effectivement, tu as raison, Alexandre, mais je me suis pas intéressé ou interrogé plus que ça sur la question. Tu sais qu'on le retrouve avec nos clients effectivement professionnels, surtout quand ça passe par des gestionnaires. En tout cas, un conseil pour les bailleurs qui veulent trop bien faire et qui veulent tout noter sur leur contrat de bail, y compris avec l'accord du locataire, mise en place d'un prélèvement automatique, par exemple. Ne le mettez pas. Ne le mettez pas parce que ça pourrait engendrer un doute sur la réalité de l'équilibre dans le cadre des discussions autour du contrat. On sait très bien qu'un locataire aujourd'hui pour avoir un bien, c'est un peu le parcours du combattant. Si le bailleur écrit noir sur blanc, même si c'est avec l'accord du locataire, mise en place d'un prélèvement, ça risquerait de passer pour une clause qui a été tout de même imposée.
D'accord. Donc il vaut mieux rester avec les différentes possibilités et puis ensuite mettre en œuvre. Voilà, le contrat de bail, le modèle du contrat de bail qui est aujourd'hui globalement imposé quand même, est suffisamment complet et strict pour surtout ne rajouter rien. Déjà, nous on préférait enlever certaines choses, mais surtout ne rajouter pas. D'autant que si le locataire, par exemple, est d'accord pour le prélèvement automatique, il peut dénoncer cette possibilité à tout moment. C'est-à-dire qu'il peut décider de revenir sur ce prélèvement et dire non, maintenant je paye mon loyer par virement. On ne pourra pas le lui reprocher quoi qu'il en soit. On a fait le tour un petit peu des clauses. En introduction, vous reparliez du fait qu'un logement de 9 mètres carrés qui serait classé F ou G, donc passoire thermique, était susceptible de peut-être ne plus être jugé décent et donc louable. Justement, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de ces nouvelles règles qui concernent le DPE désormais, qui ont donc évolué récemment pour renforcer les travaux de rénovation énergétique qui doivent être réalisés dans ces logements. Au-delà de cet aspect des choses que vous avez déjà évoquées, est-ce que vous voyez-vous d'autres conséquences Il y a une vraie conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de logements qui du coup sont retirés du marché. Alors certes, ça peut considérer être du point de vue écologique, d'un point de vue environnement, c'est bien, mais je dirais que ça prive et puis ça arrive de manière quand même assez brutalement. Ça amène beaucoup de biens qui se trouvaient sur le marché qui pouvaient répondre quand même aux besoins d'un étudiant, aux besoins d'un certain nombre de personnes, avec des loyers qui étaient adéquats, avec les moyens de ces personnes, eh bien qui ne vont plus avoir accès à ces logements parce que cette réglementation rend impossible, ça rend impossible leur mise en location, en tout cas dans le cadre de la loi de 1989. Donc je suis très partagé là-dessus parce que je me dis que c'est un peu trop. Il y a une pénurie de logements, il y a des personnes qui ont du mal à se loger et surtout dans des zones tendues. Enlever je dirais un aussi grand nombre de logements, c'est énorme. C'est beaucoup de logements qui deviennent inlouables. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est une répercussion. Certes, il y a du positif, comme dans toute réglementation, il y a du pour, il y a du contre, mais là, ou alors il faudrait peut-être revoir la dimension du logement, c'est-à-dire que si on impose tellement de choses, la réglementation devient tellement complexe, difficile, comme je le disais tout à l'heure, c'est dès lors qu'il y a un litige et qu'on se retrouve embringué dans cette justice à laquelle que l'on saisit, on peut se retrouver vraiment en situation délicate lorsqu'on est bailleur. Plus on vient protéger le locataire, plus c'est difficile pour le bailleur de se heurter à cette réglementation, plus les conditions d'accès au logement deviennent difficiles, plus les demandes de garantie, de caution, de choses et autres sont importantes, la sélection des candidats est importante, ça fige, ça rend extrêmement difficile les choses. On le voit, nous, au travers des contentieux, notamment, on a pas mal de contentieux en matière locative, et c'est vrai que lorsqu'il y a un bailleur qui lui, de son côté, peut avoir des prêts, multiples prêts pour payer ses logements et qui se retrouve avec des impayés, qui n'a pas pris d'assurance, ça devient un enfer absolu parce que les préfectures aujourd'hui, une fois qu'on a obtenu une décision d'expulsion, nous donnent les autorisations d'expulsion qu'au compte-gouttes. Et donc, parfois, il faut attendre très très longtemps avant de pouvoir faire expulser un locataire. C'est compliqué de ce côté-là. Il y a plusieurs conséquences avec ces réformes très restrictives en matière de respect de conditions d'isolation, de consommation énergétique des logements. Il y en a plusieurs. C'est que d'une part, effectivement, les bailleurs, plus on alourdit la réglementation à leur égard et moins ils ont envie d'être propriétaires bailleurs. Donc on est déjà en zone tendue, soumis à un manque d'offres sur le marché, ça risque pas d'améliorer. Je veux dire, ceux qui hésitaient à acheter, ils vont pas acheter.
Ça clairement. Des bailleurs, on en a, parmi nos clients, qui ne veulent plus mettre en location. Ils préfèrent payer la taxe sur les logements vacants et se dire je vais vendre dès que la conjoncture sera meilleure, mais je ne mets plus en location. Effectivement, les préfectures ont du mal à expulser. Pourquoi? Parce que justement l'offre de relogement n'est plus là. Autre conséquence, on met sur le dos des bailleurs une obligation alors qu'ils n'ont pas forcément la main sur la solution. C'est-à-dire qu'ils peuvent être propriétaires d'un logement sur lequel, avec quelques travaux d'isolation intérieure, on rehausse la note énergétique, tout se passe bien. Très bien, ça va leur coûter, selon la surface, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. L'isolation, heureusement, le coût de l'isolation a baissé quand on passe par l'intérieur. Mais lorsque cela ne suffit pas, ou lorsque la surface du bien ne le permet pas, et qu'il s'agit de passer par des travaux extérieurs, qu'on est en copropriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux doivent être autorisés par l'Assemblée générale. Et ça veut dire que l'ensemble des copropriétaires doivent participer financièrement au coût de ces travaux. Donc ça veut dire être dépendant de la majorité des copropriétaires qui doivent effectivement autoriser la réalisation de ces travaux. Pour ceux qui vivent sur place, pour les bailleurs occupants, ils s'en fichent de faire les travaux dans un premier temps. Il n'y a pas d'urgence pour eux, ils vivent sur place. Mais dès qu'il y a des bailleurs, investisseurs à l'intérieur, pour eux aussi, l'enjeu est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans une copropriété qui rencontre des difficultés, parce qu'il y a des impayés de charges, vous faites voter ces travaux, ils sont autorisés, les appels de charges ne sont pas réglés, ça aggrave le déficit de la copropriété. Si la copropriété se retrouve en difficulté financière parce que le montant des impayés est trop élevé, ça peut finir en administration judiciaire. En fait, vous avez un cercle vicieux qui fait que plus on demande de payer, plus la situation financière s'aggrave, plus ça mettra les immeubles en difficulté. Donc la réforme, elle n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'elle est brutale. C'est-à-dire que le législateur français a décidé d'interdire dès le mois de janvier 2023 de mettre sur le marché de la location certains appartements mal notés, alors que l'Europe, à côté de ça, avait prévu en parallèle la même réglementation, mais en laissant plus de marge. La France a décidé d'être plus restrictive que l'Europe. Donc effectivement, même pour les gestionnaires, les professionnels de l'immobilier en France, ils ne s'attendaient pas à recevoir et à se voir imposer une législation plus restrictive que ce que l'Europe devait prendre quelques mois plus tard. J'ai aussi du mal à croire que l'État va rester sur ce calendrier pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Ça semble difficilement tenable. À côté de ça, il y aurait de nombreux logements construits et mis à disposition, mais on sait qu'on manque cruellement de logements. Donc, qu'est-ce que vont devenir tous les gens qu'il faut loger Mais surtout que juste avant, on a eu toute une réglementation qui a imposé les ravalements avec isolation, etc., qui ne correspondent plus aux normes qu'on demande aujourd'hui, puisqu'on n'était plus sur cet enjeu de classe énergétique. Donc des propriétaires qui ont dû faire des travaux de ravalement il y a peu, se retrouvent à devoir refaire des travaux aujourd'hui. Financièrement, c'est pas tenable. Et puis il y a des bâtiments haussmanniens, pour prendre cet exemple-là, on fera jamais d'isolation par extérieur, enfin, ou alors c'est que les règles ont énormément évolué, donc il y a des choses qui sont pas techniquement faisables. Donc Non. Donc on va avoir des dérogations sur certains secteurs, certains blocs d'immeubles. Non, on va voir ce que l'avenir nous réserve quant au sujet du DPE et de la rénovation énergétique. À mon avis, on n'a pas fini d'en parler encore. En tous les cas, un grand merci à vous pour votre participation à cet épisode. Quelqu'un qui voudrait prolonger la conversation avec vous ou qui souhaiterait prendre contact avec le cabinet, quels sont les meilleurs canaux pour prendre contact? Le meilleur canal, c'est peut-être de nous adresser un mail ou carrément de nous appeler directement. On est à Paris, on est au 69 place du docteur Félix Lebligeois, dans le 17e arrondissement, une petite place très sympathique à côté d'une petite église. Ça fait très village. Et sinon, on peut nous adresser un mail, que ce soit à moi-même ou au cabinet. Le plus simple, c'est l'adresse contact, parce que ça permet l'adresse contact du cabinet, contact@tlmr-avocat au pluriel.com.
et également on peut nous appeler parce que on sait très bien faire ça, on est très disponible, on est réactif et puis on est accueillant. Donc on n'hésite pas à prendre en ligne, on se donne beaucoup de mal justement pour être disponible pour chacun de nos clients qui peuvent nous appeler et puis s'ils n'arrivent pas à nous joindre, on les rappelle. Oui, on les rappelle parce que l'un des grands défauts que l'on nous pose souvent aux avocats, c'est je l'ai appelé, mais il ne me rappelle pas. Donc, je peux vous dire que nous rappelons systématiquement nos clients. Ils peuvent nous joindre au 01 78 76 60 00. Voilà. Très bien. De toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça, on facilitera la chose pour les gens qui voudraient prendre contact. Est-ce que vous voulez un dernier mot, dire quelque chose pour conclure sur le sujet qui nous intéressait aujourd'hui? Non, parce que ce qu'on a vu là, c'est vraiment, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. On pourrait continuer encore des heures. On a abordé très légèrement le droit de la copropriété. Et moi, j'aime bien aussi ceux qui veulent se constituer un patrimoine, qui veulent malgré tout se dire je veux mettre en location, je veux avancer dans ce domaine-là. C'est lorsqu'ils achètent vraiment. Faut mener une petite enquête sur le bien que l'on achète et la copropriété dans laquelle est situé ce bien, pour pas se retrouver face à un immeuble qui est sur le point, par exemple, de se retrouver sous administration judiciaire ou avec des énormes travaux, être vigilant sur les décisions, je dirais, d'assemblée générale qui peuvent être qui ont été décidées avant et qui ont peut-être prévu des gros travaux. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre avant toute acquisition de biens immobiliers. Voilà, c'est un petit peu vigilance en amont. Si il y a un point sur lequel je souhaite revenir aussi, c'est en matière de rupture quand on veut délivrer un congé à son locataire, notamment un congé pour vendre. Faut être vigilant. On peut pas se dire voilà, je vais acheter, je vais et je déciderai de remettre en vente, de revendre l'appartement qui est occupé, mais le bail arrive à échéance, je vais pouvoir délivrer un congé pour vendre. Et faut faire attention parce que la réglementation en la matière a changé et on ne peut plus délivrer son congé pour vendre comme on le veut tout de suite après avoir acheté. Il faut laisser passer un tour. En tout cas, je pense que tu le sais, voilà, sur la manière dont le congé devra être délivré, qui parfois il faudra attendre un petit moment avant de pouvoir délivrer son congé pour vendre. Voilà. Et aussi, bon, la réglementation est stricte, c'est vrai, mais il faut savoir que le contentieux, c'est une part faible dans le total des... Voilà, lorsqu'on prend la globalité des mises en location, le contentieux, on est quoi, à moins de 5% de l'assiette globale des mises en location. Donc, la réglementation est stricte, mais à partir du moment où... Voilà, on a respecté le contrat de bail, il est bien rédigé, c'est dans les clous, on a un locataire qui présente bien. Voilà, dans la très 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 grande majorité des cas, tout se passe bien. C'est vrai que nous, au cabinet, on voit tellement de choses qui sont par moments douloureuses que forcément on a un petit côté miroir grossissant sur tout ce qui va pas, mais dans bon nombre de situations, ça va quand même. Ça se passe bien. C'est le biais d'être avocat. En effet, vous voyez tous les cas complexes et malheureusement qu'ils ne se passent pas forcément bien, en effet. Non, mais bonne précision. Merci de l'avoir rappelé, parce que c'est vrai qu'on a parlé de cas un peu plus complexes, mais heureusement que dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal. Voilà. Et ben encore un grand merci à vous deux pour votre participation. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, au plaisir de vous accueillir à nouveau sur le podcast très bientôt. Ça marche. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.